Bonsoir. Bienvenue à cette masterclass de clôture d'un festival, un très long festival de 3 jours. Vous êtes peut-être tous un peu épuisés, mais je pense, ça a été une très grande expérience et peut-être aussi une sorte de leçon. On sait tous maintenant qu'on est devant une crise climatique, une grande crise climatique. Les scientifiques le savaient depuis longtemps. Ils ont longtemps crié l'alerte. Les artistes l'ont su depuis longtemps. Ils ont pris des actions. Les historiens de l'art sont là maintenant, s'y ajoutent, s'inquiètent sur comment faire des expositions, comment mener des institutions culturelles. Est-ce qu'on peut encore faire de l'art aujourd'hui? Est-ce qu'on peut regarder des œuvres comme des témoignages, peut-être déjà des signes du changement climatique avant? C'est à ça qu'on a voulu dédier cette 12e édition du festival, à travers ces nombreuses conférences, les débats, les projections de films, et aussi en invitant Anna-Theresa de Keersmaeker et à travers sa compagnie Rosas de faire quelque chose avec nous. Et ce soir, on va on va parler de quelques impressions qu'a nous a donné cette performance, mais aussi on va surtout parler de comment une scientifique, Valérie Trouet, une artiste chorégraphe, Anne-Thérèse de Keersmaeker, et Bas Metz, paysagiste, comment on les réunissant ici sur la scène. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble? Et comment les historiens de l'art peuvent aider éventuellement. Donc c'est un grand honneur et merci d'avoir donné votre temps. C'est pas facile, je sais, vous êtes extrêmement occupés. Anna-Theresa de Keersmaeker, une très grande chorégraphe. Ses premières créations datent du début des années 80. Une très longue carrière, mais qui est devenue, je pense, le langage qu'elle a développé en tant que chorégraphe est extrêmement innovateur, mais elle a aussi essayé de transmettre ce que pour elle la danse constitue à travers la fondation de son école Parts. Elle est aussi très attachée au rôle que la danse peut jouer en insérant ses créations de plus en plus dans des lieux, des projets muséals, des lieux qui sont symboliques aussi. Sa représentation forêt au musée du Louvre était très émouvante. Donc, on ne va pas en parler ici, mais je pense que c'était un choix de vouloir danser au Louvre et après de vouloir danser ou faire performer ici à Fontainebleau. C'est un signe, je pense, de votre engagement personnel, parce que vous avez en même temps un spectacle en ce moment au Festival des Arts à Bruxelles, et pourtant vous êtes venu 3 jours. C'est vraiment exceptionnel. Valérie Trouet, une grande scientifique, dendrologue, qui vient juste d'être nommée directrice du nouvel Institut du climat à Bruxelles. Je pense que c'est un institut qui a des ambitions à vraiment aussi montrer le chemin, qui veut coordonner coordonner des actions qui vont être menées dans des institutions dédiées au climat. Je ne vais pas en parler longtemps, mais au niveau bruxellois, belge, mais aussi européen. Et vous êtes même revenu des États-Unis pour faire ça. Vous avez vécu pendant 18 ans et vous avez enseigné à l'Université d'Arizona et à travers votre profession, vous avez vraiment
entrepris des explorations, des voyages, aussi bien en Afrique, en Tanzanie, qu'aux États-Unis, en Europe. Votre ouvrage, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui le sera, j'en suis sûre, et que je traduis maintenant ici pour vous, Ce que nous disent les arbres, une histoire du monde en cerne annuelle, est un témoignage émouvant aussi de votre engagement en tant que scientifique, de montrer comment, à travers les arbres, l'étude des arbres, on peut réécrire notre propre histoire, l'histoire de l'humanité, mais aussi l'histoire de notre monde et l'histoire du climat. C'est vraiment important, je pense, de le lire. Et puis, Bas Metz qui nous a offert une conférence en ouvrant ce festival il y a 3 jours qui a eu standing ovation, comme on dit en anglais, qui était Bas, qui aussi, lui, est un engagement qui va au-delà d'un engagement professionnel, je pense, qui est vraiment un engagement personnel de vouloir être là où ça peut faire la différence. Le fait de donner son temps de nouveau ici à nous, à Fontainebleau, c'est parce que je crois qu'il pense que ça peut faire une différence. Voilà, merci à vous 3. Ça va être une conversation entre vous 3, mais on va d'abord regarder quelques images qu'Andresa de Kersmacher veut nous montrer. Je signale aussi que l'image que vous avez sur l'écran représente la forêt de Fontainebleau. Elle est faite par Claire Tenu, qui ouvrira une exposition à Barbizon sur la forêt de Fontainebleau et son rapport à la photographie d'avant, mais surtout une sorte de repérage du changement du territoire de la forêt aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on regarde d'abord les images. Everything depends on what kind of scale you see it. Doordat leven op aarde gaat doorgaan, dat is duidelijk. Je merkt ook heel erg dat je perceptie van de planeet, van onze relatie als mensheid met planeten, heel vaak gaat tezamen met je perceptie van je eigen lichaam. Hoe je 's morgens opstaat en hoe
voelt je in dat huis. En zo. Quand on travaille avec le cheval, c'est pas un tracteur comme les agriculteurs, c'est pas un tracteur, c'est un compagnon de travail. Ça, il faut vraiment le savoir. C'est pas comme une voiture où tu mets le clignoteur, il s'allume tout de suite et on tourne à droite. C'est pas comme ça. Tu lui demandes quelque chose, ça prend un peu de temps et il va le faire. Toujours. Et je pense comme avec la danse, ce qui est très important, c'est qu'au début on va décomposer tous les mouvements. Slowly, yeah? Way. Everything opens and closes. Yeah? Alternation is the most basic element of structure. Yeah. If I would, I would. It felt very natural because I can't do any choreography. I'm really, but this was like, ah, yeah, okay. It's like it's something very organic going on. One way, the other. I start introducing a bit of movement along the y-axis. And that's a way to essentially arrondir, like make the point of reversal round. It's the thing that I mentioned as well, right? But so here my aid is articulated around the horizontal axis of that plane. Do you see the plane in front of you in which you're drawing? I spoke about visualization. Somehow a big deal of the job of the dancer is to visualize things.
pas facile de passer à la parole après avoir vu les gestes comme ça, je pense. Il y a peut-être première question à vous, Teresa. Ce retour au geste, au corps, comme quelque chose qui pèse, qui vous connecte à la terre, semble vraiment fondamental. Et le fait que vous avez insisté à ce qu'on montre ces images avant de même penser à parler de la performance qu'on a vue tous ici à Fontainebleau, je pense que c'est quelque chose qui interroge. Est-ce que vous voulez en parler, ce lien avec la terre, avec le retour à quelque chose qui a été perdu, peut-être? Comment dire? J'ai toujours beaucoup aimé les cercles et les spirales. Le cercle, because it's cyclical, c'est cyclique, immer das Gleiche, toujours la même chose. Et la spirale, le cercle aussi, c'est parce que c'est la forme de base d'une chorégraphie. C'est le soleil, c'est le visage, c'est l'unité. Et les spirales, parce que c'est deoxyribonucleic acid, it's opposite helix. C'est en fait un cercle qui s'ouvre et qui se ferme. Comme je dis là, l'alternance comme basic principle of structure. Yeah. Ce retour au corps, pour moi, il n'a jamais eu un retour parce qu'il n'a jamais eu un départ. Je crois que une des choses pourquoi j'ai choisi pour la danse, c'est incarner une abstraction, to embody an abstraction. Je crois que la danse est... Le corps est l'endroit où on célèbre notre humanité à un niveau purement mécanique. It's a structure, c'est une structure anatomique à un niveau sensible, à un niveau émotionnel. Je crois que dans le corps, on entasse toutes les expériences possibles qu'on a eues dans le passé, pas seulement de notre propre vie, mais de nos ancêtres. It's really engraved in our bones. Un niveau social, tu danses seul, tu danses en groupe. Un niveau intellectuel aussi, je crois que c'était Balanchine qui disait « It's a way of thinking », c'est une façon de penser, c'est une façon d'être dans le monde. Voyons même une façon spirituelle, parce que je crois que la nature est par essence, définition toujours spirituelle. Et ces mots qu'on emploie avec beaucoup de réticence, voire cosmique. Donc pour moi, c'est la maison dans laquelle on se lève tous les matins, qu'on partage tout, qui est très différent, according to gender or not gender, age, l'âge, qui est tous ces différents rythmes qui sont dans le corps, battement de cœur, in-out, c'est in-out, basic structure. Le souffle, non? Le souffle. Inspirer, expirer. Donc la façon de prendre le monde en soi, l'air. Et puis la marche. La marche qu'on peut contrôler, qui est un changement de poids et qui est le début d'une danse possible, quoi. Et donc pour ça, ce lien avec la nature est fondamental. Pour vous aussi, ce qu'on mange, dans quelle maison on habite, là où tu m'avais dit que je ne pouvais pas parler de ça. Hein. On va y parler, mais très vite. Tu m'avais dit, on ne parle pas de ça. Hein. Et maintenant, c'est toi-même. Parce que ce corps qui est la base de la danse, il faut le soigner. Ben oui, c'est ce que je vous ai dit par rapport à l'école PARTS, que je voulais faire une école, c'est Performing Arts Research and Training Studios, et je voulais faire, je sais pas,
faire une nouvelle école PARTS, Performing Arts Agriculture Research and Training Studios. Je suis une fille de fermier. Éducation, ça vient du mot latin éduquer, c'est to lead out. En flamand, c'est opvoeding. So it's about nourishment. And je crois que effectivement, notre rapport par rapport à la nature, c'est le rapport par rapport aux plantes, mais par rapport aux animaux qui sont tous les êtres, et par rapport aux les ressources. That's all the elements and all the wezens, les êtres avec lesquels on partage la terre, et dont d'une façon extrêmement arrogante, depuis des siècles, on semble que nous, les êtres humains, sont des maîtres qui doivent soumettre, soumission. Donc c'est pour ça, lorsque vous êtes venu à Fontainebleau, vous avez pensé à George Sand, parce qu'elle aussi, elle avait cette idée de... George Sand est venu, bon, c'est vous qui nous avons invités, mais on a fait effectivement avec Nemo Flouret, qui se trouve là, et avec Sin et Solène, avec une jeune génération de danseurs et de chorégraphes, nous avons fait au Louvre, au mois de décembre, Forêt. Et en fait, c'est quand Nemo et moi, la proposition est venue, parce que depuis 40 ans, j'ai fait plein de spectacles dans du black box, théâtre à l'italienne. Et puis à un moment, il y a 10 ans à peu près, j'ai commencé à faire dans des autres espaces, dans des espaces muséals, au MoMA, et puis aussi à l'extérieur, dans le château de Gazbeek, sur le songe des nuits d'été de Shakespeare, Somnia, les rêves, basé sur Johannes Kepler, qui a écrit ce livre Somnium. Mais nous avons fait cette expérience dans le musée, et lors d'une des premières visites au Louvre, où il y avait Sébastien Allard, qui nous a accompagnés dans son trajet d'une façon merveilleuse. C'est Nemo qui disait, en fait, c'est une forêt de peinture. Il y en a tellement. Nemo, tu avais calculé combien de temps on avait besoin pour visiter tout le Louvre? C'est 3 jours, 8 jours, 10 secondes par peinture sans s'arrêter. Ouais. Oui, donc... alors, c'est comme ça qu'on est venu à l'idée de forêt. C'était déjà devant les grands incendies de l'année passée, où il y a Brocéliande, on dit, on brûlait dans le sud, on brûlait tous ces grands trésors de la France, enfin du paysage. Et on a alors fait une visite ici, et je me suis posé la question, quelle est l'histoire de Fontainebleau? Il y a la forêt de Fontainebleau, et puis très vite, lors des premières recherches, on est venu sur George Sand, et on a découvert ce manifeste de George Sand. George Sand, c'était en 1870 72, en fait exactement 100 ans, 2 ans après la Commune de Paris, et 100 ans avant le Club of Rome, le Club de Rome, qui ont fait Limit to Growth. Et j'étais sidérée à voir comment cette femme qui était activiste, écologiste, féministe avant la lettre, libre de tout, et mère, amante de Chopin, de Musset, a écrit ce manifeste qui était pour sauvegarder la forêt de Fontainebleau, mais dont la vision allait beaucoup plus loin que cette idée de sauvegarder cette forêt, mais qui avait une vraie... enfin, c'est un manifeste visionnaire, quoi. Et donc, quelque part, je faisais des liens avec Senna, qui est là, qui c'était très vite, quand on avait fait au Louvre, on a dû décider par rapport à quelles galeries. Donc, il y a dans les deux noms, il y a la galerie italienne, puis il y a les peintures françaises, et puis au milieu, il y a la Mona Lisa. Et au départ, on avait
On ne va surtout pas s'occuper de la Mona Lisa et la Joconde. Mais puis, je ne pouvais pas m'empêcher, j'ai toujours eu une énorme admiration pour Leonardo da Vinci. Et pour cet homme universalis qui combinait l'observation de la nature, les sciences, la peinture, mais aussi l'anatomie, qui était quelqu'un qui n'arrêtait pas d'observer, qui travaillait beaucoup par analogie, qui écrivait à l'envers, qui était obsédé par les chevaux, qui était musicien lui-même, qui a fait plein des choses les plus controversées. Il a fait énormément, qui a développé beaucoup de machines pour des effets théâtrales, et ces machines pour voler. Mais il a écrit aussi des textes, et il y a une des choses dont il a été depuis très très tôt, avant qu'il allait à Florence, il avait des visions et des attaques d'angoisse par rapport à la fin du monde. Et d'une façon extrêmement précise, il a écrit des textes où il voyait des déluges, des déluges, des inondations. Il était fasciné par le vent, les mouvements du vent, ce que ça faisait dans les cheveux, ce que ça faisait dans les tissus, ce que faisait sur la mer. Donc c'était, et dans la scène finale du Louvre, dans la grande galerie, à la toute fin de la galerie se trouve un tableau, pas de Leonardo da Vinci, qui est des déluges. Et c'est quelque part tout le trajet dans la forêt se résume, avant d'aller dans la salle de la Joconde, cette description de ce déluge, et qui me semblait très pertinent dans ce moment où les musées sont envahis par des activistes de climat, et ce qui nous invitait quelque part quand même de réfléchir là-dessus dans plein d'aspects différents, quoi, parce que et ici, ce qu'on a vu, c'est un cri, c'est une sorte d'accusation que vos deux danseurs nous ont donné lorsqu'ils étaient. C'était extrêmement fort, je pense. Et j'aimerais savoir ce que Valérie Trouet, en tant que scientifique, comment elle a senti cette performance et comment elle sait que le déluge, tiens, ça va nous arriver peut-être. Elle est aussi. Je pense que c'est intéressant de voir ce qu'une œuvre d'art peut faire, peut-être. Qu'est-ce qu'en tant que scientifique, on ne peut pas faire, ce qu'un artiste peut faire. Vous m'avez dit que vous étiez extrêmement ému par ce que vous avez vu. Oui, plus ému que j'aurais expecté en regardant une performance de danse, pas de no offense. Donc j'ai vu la performance 2 fois, hier soir dans La Fontaine et puis de nouveau aujourd'hui. Et 2 fois, j'ai pas pu move on. J'ai pas pu continuer à faire autre chose. C'était autant. Et je veux aussi remercier Nemo et Sune. C'était autant touchant pour moi, comme scientifique du climat qui a étudié le climat depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je me suis demandé pourquoi que c'était autant touchant, même si je connais le discours de Greta Thunberg, même si j'ai lu George Sand, et je connais les forêts, je connais le problème. Mais d'un côté, bien sûr, de le voir d'une autre façon, d'une autre méthode, mais aussi l'idée que ce que les artistes ont créé hier et aujourd'hui, c'est la même chose que nous, le monde scientifique, on a créé pendant 20 années. Hein. Il n'y a rien qui s'est passé. Et en plus, il y a un autre niveau, c'est que c'est la prochaine génération qui doivent avoir le même courage, 20 ans de courage, 20 ans de temps qu'on a perdu. Et il faut de nouveau une nouvelle génération de gens qui doivent avoir le courage que les performances ont montré ici à Fontainebleau,
de crier, de convaincre les gens d'agir, parce que c'est ça, ça ne faut rien de juste crier, il faut qu'on agisse et il faut des générations de gens qui disent la même chose, quoi. Et Bas, pour vous, vous criez jamais, je crois, mais je pense que l'alerte pour vous est aussi grande. Comment vous l'avez vue, cette pièce? J'ai trouvé ça très émouvant aussi. Je me suis aussi posé la question pourquoi c'est tellement émouvant, pourquoi ça parle directement à une sorte de conscience. Et pour moi, il y avait deux choses. Le lieu, dans la cour de la fontaine, la façon que les danseurs utilisaient l'écho, l'architecture était vraiment impressionnante aussi d'utiliser ce lieu de pouvoir, ce lieu des rois, pour déclamer, crier ce message. Je me souviens à la fin quand Nemo se pose sur le sol et on entend vraiment l'écho de toutes ces structures de pouvoir. Je trouve ça très, très fort. Et ensuite la répétition, le fait de l'écouter une fois, deux fois, trois fois, et à la fin presque moi, toi, vous, nous, je veux dire, on l'a dans nous. Ça c'était très fort parce qu'à chaque fois j'étais encore plus ému. Au lieu de dire ok je connais déjà je sais déjà ce qui va se passer, à chaque fois c'était encore plus pertinent. Et puis avec l'acte d'Anna Teresa de se mettre dans la fontaine, de se mouiller. Ça, vous ne l'avez pas vu, ça c'était juste Anna Teresa qui a pour les plongé historiens de dans la fontaine hier soir. Pour moi, ça montrait aussi cette urgence, et cette urgence corporelle presque. Du coup, je trouve ça, oui, très, très, très beau. Et vous-même, vous parlez de ce que les artistes peuvent faire. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans quelques conférences. Ce pouvoir de transformation des artistes, vous l'avez quelque part pratiqué. Vous travaillez souvent avec des artistes, ou lorsque vous avez un nouveau projet, vous allez voir quelle est l'histoire du lieu, comment les bâtiments ont été construits, etc. Vous avez aussi travaillé avec les peintures de Bruegel, il me semble, pour donner forme à l'image autrement qu'à travers vos projets architecturaux et paysagistes. Vous voulez en parler un peu ? Je considère que j'étais formé à la fois par les architectes, les ingénieurs et les artistes. J'ai fait des études d'ingénieur-architecte à Louvain, d'ailleurs il y a quelques de mes anciens professeurs ici dans la salle. Ensuite j'ai fait des études de paysage, mais j'étais toujours formé par les artistes avant tout. Et j'ai eu la chance d'avoir eu une maman qui m'a amené dans tous les musées. Et du coup, dès un âge très jeune, j'étais vraiment instruit par l'art, je dirais. Parce que les artistes ont cette capacité de vous faire montrer les choses autrement, une sorte de change of consciousness. Et ça m'a... Oui, du coup, quand on va travailler dans un autre lieu, on travaille dans beaucoup de pays, je veux voir comment les artistes voient ce lieu, parce que ça m'aide à le voir autrement. Et ensuite, évidemment, on fait les lectures scientifiques ou pseudo-scientifiques. On essaye d'avoir une approche à la fois analytique, très sérieuse, et intuitive, artistique, si je peux dire. Et c'est sur entre ces deux approches très différentes que le projet naît. Et sur Bruegel, je ne sais pas vous, mais moi, Bruegel, au début, je trouve ça vraiment sans aucun attrait. C'est la faute de Suske en Wiske. Bob et Bobette, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait des bandes dessinées et qui reprenaient un peu de la culture belge. Et Bruegel, c'était toujours le petit gars qui mangeait son pudding. Et Boerekerm, je trouvais ça caricatural et pas raffiné, en fait. Sauf que, évidemment, quand il y avait les 450e anniversaire du mort de Bruegel, il y avait une exposition à Vienne, la plus grande exposition jamais organisée avec toutes les peintures. Et comme on m'avait demandé de faire une installation pour commémorer son décès, je me suis dit, tiens, je vais aller à Vienne, je vais aller voir ce tableau, et j'étais juste
stupéfié. C'était magnifique, l'exposition était incroyable. Et j'ai passé, je pense, 5 heures. En plus, c'était une journée de libre, du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde parce que tout le monde faisait son shopping, je sais pas. C'était assez drôle. Et au retour, l'avion avait du retard. J'étais avec Paul Dujardin dans l'aéroport. Pendant 3 ans, on attendait l'avion. Et du coup, je lui expliquais que en fait, j'avais commencé une analyse de Bruegel comme si c'était un paysage existant. En fait, j'ai pris les peintures de Bruegel comme si c'était une photo d'une réalité pour comprendre comment il faisait ses compositions. Et je ne savais pas encore ce que j'allais faire pour l'exposition, mais du coup, Paul me disait, mais ça m'intéresse, moi je veux les voir. Je lui montre, il dit, mais je veux exposer ce que tu as fait aux Beaux-Arts. Et je montre quelques images, s'il veut bien. Du coup, là, vous voyez la halle de Horta, avec ce qu'on appelait Landscape Paintings by Bruegel, a research project by Bas Metz. Et ce qu'on a fait, en fait, on a pris les Bruegel, par exemple Hunters in the Snow, dont on a parlé juste avant nous, hein, Sabine en a parlé, Sabine von Sprang. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était quelque part une sorte de photoshopper avant l'ordinateur, parce qu'il combine des paysages très belges ou du Brabant. On reconnaît à la fois l'agriculture, l'architecture, la taverne. Et ensuite, il colle un paysage imaginé, on en a parlé vendredi, qu'il a pu voir pendant ses voyages. Et du coup, il fait une sorte de photoshopping de tous ces éléments qui l'intéressent. Oui. Il n'a jamais pu voir ça parce que, voilà, chez nous, le plat pays, oui, c'est un paysage montagnes. Composé. Ouais. Un paysage composé, du coup, il compose, et c'est pour ça que je l'appelle une sorte de photoshopping, parce que voilà, il colle ensemble les choses qui l'intéressent, et par la perspective, le fait marcher. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est à l'agence, quand on commence un projet, on prend une photo aérienne, et on fait une sorte de layer by layer. On fait couche par couche, la végétation, la topographie, l'hydrographie, l'infrastructure, les parcelles, on connaît par cœur, et on commence comme ça, même sans réfléchir, vraiment analytiquement, sans aucune idée. On a fait la même chose, sauf qu'ici, ce qui était le plus intéressant dans cette couche par couche, c'était les arbres, parce que là, vous voyez comment Bruegel compose avec ce qu'on appelle le repoussoir. Je pense qu'il y a des historiens de l'art beaucoup plus habiles à expliquer ça que moi, mais le repoussoir, c'est des arbres qui sont en premier plan et qui produisent un arrière-plan. Et là, vous voyez bien qu'il utilise les alignements pour créer cette... En fait, il fait glisser le regard vers l'arrière-plan. Et du coup, on a fait une série de tableaux. À chaque fois, ces arbres, un oiseau qui est là. Et au début, ces arbres comme une sorte de symbole de la vie. Tout est paisible. Et on a fait vraiment une série comme ça. Et à chaque fois, on a juste enlevé tout ce qui ne nous intéressait pas. Les gens disaient, mais ils sont très beaux tes arbres. Je dis, mais ce n'est pas mes arbres, c'est Bruegel. On n'a rien ajouté, on a juste enlevé. Et là, on voit déjà une sorte d'arbre mort. On voit apparaître ici des potences, galgen, et quelques roues de supplice. Je ne sais pas si vous connaissez comment cela marche, mais c'est assez intéressant, c'est très graphique. En fait, le condamné à mort, on lui brisait les 8 os les plus importants, ainsi que la poitrine. Après, on l'attachait à cette roue. Ça veut dire que si vous bougez, vous avez très très mal. Et après, on attendait les oiseaux qui arrivaient pour manger vos yeux. Voilà. Le Moyen-Âge... Catherine's Wheel. Et du coup, j'avance vers la peinture la plus apocalyptique de Bruegel, qui s'appelle Le Triomphe de la mort. Vraiment une vision, donc, si on parle de vision terrible, il n'y a plus aucun arbre vivant, il y a 2 arbres morts, il y a des croix. En fait, le bois vivant est devenu le bois mort qui sert à tuer les gens. Et du coup, quand les organisateurs de Tourisme Vlaanderen m'avaient demandé de faire une installation, ils pensaient que j'allais faire un bout de paysage. Et moi, en fait, je trouve ça très intéressant, ce bois mort, et aussi cette confusion, comme tu le dis, est-ce que c'est pour
cigogne ou est-ce que c'est pour tuer les gens? C'est pas très clair chez Bruegel, il y avait toujours ce double... Ça, c'est Du coup, vous voyez, j'ai pas triché. Hein. Et du coup, regardez bien les 4 roues de supplice. Voilà, on les a reconstruits à Dilbeek, sur un passage où on est sûr que Bruegel passait. Et du coup, j'ai fait un sort de photoshopping anachronique. J'imaginais que Bruegel avait vu cette installation et l'a ensuite collée sur sa peinture. Et du coup, on a travaillé avec le fermier, parce qu'il nous a laissé ce lieu pendant 1 an. On a fait un ensemencement on a travaillé avec les spécialistes de migration des oiseaux, parce qu'en fait, je voulais qu'un oiseau s'installe sur cette roue, justement pour faire référence à ce que Karel van Mander, le chroniqueur de Bruegel, avait donné comme nom au tableau. Il appelait ça, je vais le dire en vieux néerlandais, des de kraaien en de ravenaas, ce qui veut dire l'appât des corbeaux et des corbeilles. Corbeaux, corneilles, voilà. Parce On que est tous les justement, 4 flamands, c'est un peu difficile ici. Hein. On va se mettre d'accord, mais c'est peut-être pas juste. et du coup, on a fait l'ensemencement pour que les oiseaux arrivent. Et du coup, j'ai travaillé avec un menuisier de Dilbeek et je lui avais interdit d'utiliser des outils modernes. Du coup, on a vraiment... parce qu'il n'y a pas de plan d'exécution, évidemment. Il me demandait, mais ça à quelle taille? Mais la seule chose que j'ai, c'est ça, en fait. Mais du coup, on a même mis un peu en biais. Du coup, on a vraiment essayé de reproduire cette image. C'était très drôle. C'est quel bois? C'est un peuplier qu'il a trouvé, en fait, pour un autre projet. Justement, il fallait couper quelques arbres. Du coup, on l'avait pris sur place. C'est fascinant. C'est vraiment à partir d'un tableau, vous retournez quelque part vers le passé, l'histoire qui se visualise. Et en même temps, c'est un appel vers voilà, ce qui nous arrive aujourd'hui. J'aime beaucoup ce dernier image, parce que là, vous voyez le terrain de foot, l'éclairage, l'électricité, la banalité. Et dans cette banalité, soudainement, se rappelle à quelque chose de terrible. C'est roue de supplice, vraiment impossible de penser ça aujourd'hui. Et en même temps, cet avertissement que Bruegel nous a donné, cet triomphe de la mort qui n'était pas, qui était une sorte de vision terrible du futur dans lequel on se trouve aussi. Du coup, c'était un sorte de travail avec le temps. Oui, on n'est pas là pour vous effrayer ni pour être alarmiste, mais je pense que cette idée de l'importance de l'histoire, en fait, hein, le fait que rien n'est coupé de ce qui est arrivé avant, c'est quelque chose que Valérie connaît bien et étudie. Et si vous pouvez nous donner quelques exemples de la façon dont une scientifique nous aide à retourner, à mieux comprendre ce qui s'est passé, en fait. Oui, avec plaisir. Donc, je suis dendroclimatologue, qui veut dire que j'étudie les cernes de bois pour reconstruire l'histoire du climat. Mais ce que j'adore, je suis très passionnée de mon expertise, de ma science. Mais ce que j'adore, c'est qu'on utilise en fait la même méthode pour étudier l'histoire du climat. Et comme Veer l'a aussi dit, mais aussi l'histoire humaine et l'histoire des forêts. Et comme on utilise la même méthode, on peut aussi étudier l'interaction entre les trois. Et par exemple, il y a de très importantes applications de la dendrochronologie en histoire de l'art, et peut-être que quelques personnes ici dans la salle connaissent mieux que moi. Mais par exemple, il y a les violons de Stradivari ont été analysés en dendrochronologie pour vérifier qu'ils étaient vraiment construits par Stradivari lui-même. Un autre exemple, un exemple très, très connu de Rogier van der Weyde. Je crois que c'est Roger de la Pasture. Voilà, c'est ça. Un flamand primitif qui a vécu, c'est important à savoir. Donc avec la dendrochronologie, on peut avoir des dates très très précises. Donc la vie de Roger de la Pasture était de
1400 jusqu'à 1464. Et une de ces rétables les plus connus, c'est le triptyque de la Vierge. Et il y a 2 copies. Donc il y a une copie qui est dans le Gemäldegalerie d'Alem à Berlin. Et il y a une autre copie qui est partiellement au Metropolitan Museum of New York et partiellement à Granada en Espagne. Et bon, de la partie de l'histoire de l'art, on a toujours croyé que la copie de New York et Granada était la vraie Roger de la Pasture, et la copie de Berlin était une copie. Une copie aussi assez âgée et valuable, mais quand même pas l'original. Mais il faut savoir que ces triptyques ont été peints sur des pièces de chêne, de bois de chêne. Des panneaux, oui. Des panneaux, merci. Des panneaux de bois de chêne. Et comme dendrochronologue, on peut en fait dater l'année que les arbres ont été coupés pour produire ces panneaux. Et donc, mes collègues dendrochronologues ont daté les 2 copies. Ils ont trouvé que la copie de Berlin, les arbres ont été coupés, je crois, en 1432, donc pendant la vie de Van der Weyden, de la Pasture. Donc, ce n'est pas une épreuve que c'était lui qui les ont qui les a peints, merci. Mais quand même, c'est possible que c'était lui. Au contraire, la copie à New York, la dernière année de cette copie était, je crois, en 1498 ou 98. Donc, presque 30 ans après Van der Weyden lui-même a été mort. Donc, il n'y avait pas de question que ce n'était pas possible que Van der Weyden, que de la Pasture, l'a peint lui-même. Tandis que les historiens de l'art, pendant des décades, avaient argumenté pour le contraire. Pour eux, c'était l'original était au Metropolitan et en Espagne. Oui. Donc, ça montre comment la collaboration entre scientifiques et historiens de l'art peut être un peu déconcertante aussi, je crois. Tout à fait. Mais très nécessaire. Aussi, pour nous aussi, c'est important que... donc, on peut reconstruire le climat en utilisant des arbres qui vivent, des arbres vivants, mais les arbres ici en Europe, en fait, on a trouvé l'arbre le plus ancien, ici en Europe, qui vit encore, en Grèce. Et on a compté les cernes, et il y avait 1075 ans en 2015. Oui, 1075 ans. Mais c'est un arbre. Donc la plupart des arbres en Europe, surtout en Europe de l'Ouest, ont 500 ans. On ne devient pas beaucoup plus vieux que ça. Et donc ça limite la période dont on peut reconstruire le climat. Mais parce qu'on peut aussi utiliser du bois, donc du bois de peinture, mais aussi du bois archéologique, du bois des puits d'eau des Romains. En fait, on a pu reconstruire le climat de l'Europe de l'Ouest pendant 2500 ans, en utilisant du bois archéologique et du bois des poutres des maisons historiques. Donc il y a vraiment une coopération très liée. Ils sont vraiment très, très liés, les 2 sciences. Et parfois avec des surprises. Aussi, votre exemple dans votre livre qui m'avait frappé, c'était un pont que vous avez retrouvé. Vous avez trouvé des débris de bois, mais qui, par la datation, montraient que l'homme néolithique construisait déjà des ponts pour traverser des marais. Jamais on l'aurait pensé. Mais donc
Oui, on a pu le dater jusqu'à la saison, en fait. Donc, on a retrouvé une passerelle, un pont dans les marais, parce que le bois qui est submerged dans de l'eau, dans les marais, ça se conserve. Et ça se conserve littéralement pendant 6 000, 7 000 années. Et donc, dans les années 80, on a trouvé les restantes d'une passerelle en Angleterre. Et on les a datées. Elles aussi étaient construites du bois de chêne. Et on les a datées dans l'hiver de 5602 jusqu'à 5603 avant before Christ. Donc presque 7000 années. Et là, on peut savoir jusqu'aux saisons précises quand les arbres ont été coupés. On ne connaît rien du tout du néolithique. Ben, c'est pas vrai qu'on ne connaît rien du tout, mais on ne sait pas ce qu'ils mangeaient, quelle langue ils parlaient, s'ils même parlaient une langue, ce qu'ils portent comme vêtements. Mais on sait exactement la saison dont ils ont coupé ces arbres. Donc c'est vraiment... c'est comme j'ai dit, je suis un peu préjugée comme dendrochronologue, mais c'est vraiment une méthode très, très forte pour découvrir, voilà, très fiable pour découvrir notre histoire. Comment. Donc là, on a parlé de l'exemplarité de l'art, l'importance de l'histoire. Pour quelqu'un comme vous, Bas, qui vous est demandé d'intervenir sur un des plus grands monuments, le plus grand patrimoine qu'on a ici en France, avec l'aménagement du parvis de Notre-Dame à Paris, parfois, donc il y a le patrimoine tel qu'il faut le protéger, et puis il y a la nécessité d'aménager nos villes autrement pour qu'il reste vivable à l'avenir. Donc ça, c'est un autre exemple de la relation entre techniciens, intellectuels, artistes, etc., qui vous donne une énorme responsabilité. Vous l'avez pris et vous allez le faire, mais ça demande énormément je pense, de persistance et de confiance que ce que vous faites, ça va être la bonne chose. Non, je suis convaincu que dans la ville, il faut une nouvelle alliance entre le patrimoine et le végétal. Et du coup, sans parler de Notre-Dame directement, quelque part, le patrimoine, c'est le meilleur ce qu'on a fait. Pour moi, une ville, c'est une laboratoire. C'est quelque chose qu'on a construit pour mieux vivre. Du coup, il faut continuer à le construire. Et évidemment, le patrimoine, c'est les meilleurs exemples dans l'histoire de 2000 ans ou moins d'une ville. Mais je pense que là où le patrimoine, c'est le construit, tout le paysage, tout l'espace public, toute la façon d'organiser l'eau dans la ville est un allié de cela. Et je pense que l'importance de ces monuments est évidemment là, mais du coup, cette nouvelle alliance entre végétal ou espace non construit et les monuments sont, à mon avis, une façon de repenser les villes et de recréer une nouvel équilibre, en fait. Et évidemment, de pouvoir le faire, moi je le vois comme une chance, évidemment, de pouvoir réfléchir à ce lieu, de continuer l'histoire de ce lieu. Je pense qu'on est très respectueux de toutes les couches jusqu'à la couche romaine pour essayer de l'aider à devenir ce qu'il peut devenir. Pour moi, c'est quand on fait des projets justement entre l'art et la science, à l'agence, on cherche la vocation d'un lieu. Et cette vocation, c'est vraiment d'imaginer qu'est-ce qu'il peut devenir, comment il peut le devenir. Et du coup, on le fait à Notre-Dame, comme on le fait à Rome. On a gagné le concours pour repenser l'espace public autour du Maxi, qui est un bâtiment beaucoup plus récent de Zaha Hadid,
mais c'est la même recherche de comment on imagine des espaces publics pour le public autour de ce monument ancien ou plus récent. Si vous étiez donné l'opportunité de faire quelque chose à Fontainebleau, parce qu'apparemment la forêt en a besoin, et peut-être aussi le domaine, parce qu'on a eu aussi un après-midi où on a beaucoup parlé de ce domaine avec un patrimoine paysage important. Qu'est-ce que vous proposeriez pour ici? J'ai eu la chance de passer 3 jours ici en famille en plus, du coup on s'est beaucoup baladé. Et ce qui est incroyable, c'est ces séquences. La vocation est très claire pour moi ici. Il y a la forêt, il y a le parc, il y a le château, il y a la ville. Entre le construit vers le non construit, on peut imaginer une sorte de gradation très douce, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À la fois le rond-point devant l'entrée principale, à la fois le parking sur la place d'Armes, à la fois la petite placette avec le calecito, me dirait ma fille, le carrousel. C'est trop abrupt, c'est trop minéral d'un coup. Mais je pense que je pense qu'il faut repenser cette zone-là entre la clôture ou le mur du domaine du château vers la ville comme quelque chose de beaucoup plus poreux, à la fois dans l'horizontalité mais aussi dans la verticalité. Pour moi, je suis très clair, mais je ne sais pas si clair. C'est clair. Mais c'est assez évident ce qu'il faut faire, je pense. Et on n'a pas fini. J'ai une dernière, juste une question pour Anne-Theresa. Ça me fait penser cette idée il faut reconnecter, il faut créer de la continuité. Lorsque vous étiez là, je pense que vous aviez telle envie d'être dans la forêt, en fait. Hier matin, vous vous êtes promené dans la forêt. Dans la description de la pièce, il y a un mot qui frappe, qui est l'enforestement. Que cette pièce-là, elle pense aussi enforester. Enforester, ça peut dire il faut laisser la forêt se développer de plus en plus. Mais on sait, pour ceux qui s'intéressent aujourd'hui aussi à d'autres façons de penser le vivant, c'est un terme qui est utilisé aussi pour s'isoler un peu. Pour vous, la forêt, ça peut être un lieu où on se ressource. Il faut créer plus de lieux comme ça pour retrouver cette connexion que vous avez évoquée dès le début, qui est cette connexion vers la nature et le corps. Donc, j'ai toujours senti ce désir chez vous, en fait. C'est à la fois être là où la communauté, la collectivité vit, et à la fois ce besoin de s'isoler pour retrouver le nœud interne. Lorsque vous avez cette image que vous utilisez parfois de la murmuration des oiseaux, ceux qui volent tous ensemble, qui forment un certain mouvement, et en même temps qui ont chacune leur place. Est-ce que c'est trop dire? Peut-être que Valérie doit me préciser ou dire si je dis des bêtises, mais en fait, une forêt, ça ne se plante pas. Ça ne se plante pas. Donc, les grands exemples des forêts qui ont été plantées, par exemple, en Ardennes et tout ça, ce sont des vraies catastrophes parce que ce sont des forêts où les... Veen. Ouais, et puis on a mis plein de pijnbomen, des conifères, et qui maintenant sont tous malades à cause de ces... Je crois que c'est comme avec le sable, ou comme avec l'éducation. C'est comme quand on prend du sable dans la main, quand on le dirige, qu'on le tient trop fort, ça coule. Donc quelque part, il faut le guider, mais il faut laisser faire, et il faut nourrir. Je crois qu'il faut
créer des circonstances où la nature peut aller son chemin, mais en même temps, il faut nourrir. Dans beaucoup de choses, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Hein. Je crois que chez les paysans au Pajottenland, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les distos. Qu'est-ce que c'est? Les chardons. Les chardons, voilà. Il y a des lois. Hein? Oui. Moi, je ne plante pas de distos. Non, vous plantez. Non. Oui, comment laisser la nature se développer? Comment laisser développer, rewilding, et en même temps ne rien faire et laisser faire n'est pas une solution. Soumettre n'est pas une solution non plus. Donc it's dancing on a thin rope but it's worth trying, je crois. C'est ça le mot d'ordre, c'est il faut qu'on essaye. Il faut qu'on Yes. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on va clore cette conversation en vous remerciant encore une fois et à tout le monde qui a passé ces 3 jours avec nous. Et rendez-vous l'année prochaine.